Les gens pensent que la pire chose que l'on puisse perdre dans un hôpital est sa santé. Ils ont tort. Parfois, on perd les personnes que l'on pensait être là pour nous protéger. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, je veux vous poser une question. Imaginez que vous vous réveillez après une opération majeure. Votre flanc vous brûle. Vous pouvez à peine respirer. Vous ne vous souvenez pas d'avoir signé aucun formulaire de consentement. Puis vous entendez votre propre mère rire dehors dans le couloir pendant que quelqu'un dit que ça a marché. Votre première pensée serait-elle qu'il y a eu une erreur ou que les personnes en qui vous aviez confiance avaient tout planifié? Dites-le moi honnêtement en commentaire, car si je n'avais pas vécu cela moi-même, j'aurais qualifié cette histoire d'impossible. Je m'appelle Emily Harper. J'avais 28 ans. Et le matin où j'ai ouvert les yeux dans ce lit d'hôpital, je n'avais aucune idée que ma famille m'avait déjà volé bien plus que mon avenir. La première chose que j'ai remarquée n'était pas la douleur. C'était le silence. Pas de fleurs, pas de ballons, pas de visiteurs. Seulement le bip régulier d'un moniteur cardiaque et une légère odeur d'antiseptique. J'ai essayé de m'asseoir. Une douleur vive m'a traversé le flanc droit. J'ai halté. Une infirmière s'est précipitée. Doucement. Vous venez juste de vous réveiller. Ma gorge était sèche. Que s'est-il passé? Elle a souri poliment. Le médecin va tout vous expliquer. Cette réponse m'a noué l'estomac. Les médecins ne disent cela que lorsque l'explication est compliquée ou terrible. Quelques minutes plus tard, un chirurgien est entré dans ma chambre avec une tablette. Il s'est présenté, m'a demandé comment je me sentais. J'ai baissé les yeux sur l'épais bandage enroulé autour de mon abdomen. Pourquoi suis-je ouverte? Il a arrêté d'écrire. Vous ne vous souvenez pas? J'ai secoué la tête. La dernière chose dont je me souvenais était de conduire pour rentrer du travail pendant un orage. Après cela, plus rien. Le chirurgien avait l'air vraiment confus. Votre père a dit que vous aviez compris la procédure. Mon père. Il a hoché la tête. Il a signé les papiers d'admission après votre arrivée inconsciente. J'ai froncé les sourcils. Inconsciente. Vous avez été amené après un grave accident de voiture. Mon cœur a fait un bond. Un accident de voiture. Il a hoché la tête. Vous avez subi des blessures internes. J'ai lentement touché à nouveau le bandage. Alors, quelle opération ai-je subie? La chambre est devenue étrangement silencieuse. Le chirurgien a regardé le dossier, puis m'a regardé à nouveau. Vous avez subi une opération d'urgence. Il a hésité. Et une procédure de don de rein. Tous les sons autour de moi ont disparu. Je suis désolé. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il a eu l'air surpris. Vous avez donné l'un de vos reins. Je l'ai fixé. Non. Il a froncé les sourcils. Nos dossiers indiquent que vous avez consenti. Je n'ai jamais consenti. L'expression du chirurgien a changé instantanément. Quoi? Je n'ai jamais accepté de donner mon rein à qui que ce soit. Il a regardé à nouveau la tablette, puis m'a regardé. Votre père nous a dit que vous aviez déjà rempli les papiers. Mon pouce est accéléré. Il doit y avoir une erreur. Avant que l'un de nous ne puisse parler à nouveau, la porte de la chambre d'hôpital s'est ouverte. Papa est entré. Il a souri. Pas le sourire d'un père soulagé. Le sourire de quelqu'un qui croyait que tout s'était déroulé exactement comme prévu. Tu es réveillé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Qu'est-ce qu'il voulait dire? J'ai donné mon rein. Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'est approché du pied de mon lit et a croisé les bras. Tu as sauvé la famille de ton frère. Mon frère, il a hoché la tête. Sa femme avait besoin d'une greffe. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Je n'ai jamais accepté ça. Papa a haussé les épaules. Tu n'avais pas besoin de le faire.
La chambre est devenue complètement silencieuse. Le chirurgien s'est lentement tourné vers lui. « Que voulez-vous dire ?» Papa a répondu comme s'il parlait de la météo. Elle aurait dit non. Alors, j'ai pris la décision. Je l'ai regardé. « Tu as pris la décision. » Il a hoché la tête une fois pour la famille. Je ne pouvais plus respirer. Le visage du chirurgien avait blêmi. Il a regardé de moi à mon père, puis a dit calmement, « Monsieur Harper. J'ai besoin de vous parler dehors. » Papa a souri. « Bien sûr. » Alors qu'il sortait dans le couloir, la porte ne s'est pas complètement fermée. À travers la petite ouverture, j'ai entendu des voix élevées. Le chirurgien avait l'air choqué. On m'avait dit qu'elle avait donné un consentement éclairé. Papa a répondu calmement. Elle l'aurait fait éventuellement. Puis une autre voix s'est jointe à eux. Maman. Elle a ri. Pas nerveusement. Pas maladroitement, juste ri. Puis elle a prononcé la phrase qui a coupé ma vie en deux. Tu n'étais de toute façon que sa pièce de rechange. J'ai fermé les yeux. Pendant des années. Je m'étais demandé pourquoi mes parents traitaient mon frère aîné comme s'il comptait plus. Allongé dans ce lit d'hôpital, j'avais enfin ma réponse. Pour eux, je n'avais jamais été leur fille. J'avais seulement été quelque chose d'utile à garder jusqu'à ce que quelqu'un d'autre ait besoin d'un morceau de moi. Juste à ce moment-là, le téléphone à mon chevet s'est allumé avec une notification. Ce n'était pas d'un ami. Ce n'était pas du travail. C'était une alerte bancaire. Votre police d'assurance maladie a été annulée avec effet immédiat. J'ai fixé l'écran. Puis un autre message est arrivé. Sortie de l'hôpital prévue pour aujourd'hui à 15 heures. Je pouvais à peine tenir debout. Mes points de suture étaient encore frais. Et je savais déjà que je ne rentrerais pas à la maison. À exactement 15 heures, une infirmière m'a conduite au bureau des sorties. Non pas parce que j'étais prête, mais parce que quelqu'un avait déjà signé les papiers pour me libérer. Je ne pouvais même pas me tenir debout sans aide. Chaque bosse dans le fauteuil roulant envoyait une douleur vive dans mon flanc. Les points de suture donnaient l'impression de se déchirer. L'infirmière des sorties avait l'air mal à l'aise. « Avez-vous quelqu'un pour vous récupérer ?» Avant que je puisse répondre, papa est entré dans le hall. Il ne portait pas de fleurs. Il ne portait pas mon sac de nuit. Seulement un jeu de clés de voiture. Je vais la prendre. L'infirmière a souri avec soulagement. Elle lui a remis mon dossier de sortie, puis m'a murmuré doucement. Si vous vous sentez étourdi ou si l'incision commence à saigner, revenez immédiatement. J'ai hoché la tête. Au moins une personne semblait se soucier de savoir si je survivrais à la semaine. Papa a poussé mon fauteuil roulant à travers les portes automatiques. L'air de l'après-midi m'a frappé le visage pendant une seconde. J'ai pensé qu'il me ramenait peut-être à la maison. Peut-être qu'on allait enfin parler. Peut-être qu'il allait expliquer pourquoi il pensait avoir le droit de décider pour mon corps. Au lieu de cela, il s'est arrêté à côté d'un arrêt de bus municipal à 3 pâtés de maison de l'hôpital. Il a pris mon sac à dos à l'arrière du fauteuil roulant, l'a laissé tomber sur le trottoir. Puis a plié le fauteuil. Je l'ai fixé. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu as été libéré. » « Je sais. » « Alors, aide-moi à monter dans la voiture. » Il a secoué la tête. « Non. » J'ai froncé les sourcils. « Quoi ? Tu ne peux pas revenir à la maison. » J'ai ri parce que je pensais honnêtement qu'il plaisantait. « Papa, je saigne encore. » Il n'a pas réagi. « Tu te débrouilleras. » J'ai baissé les yeux. Il y avait déjà une légère tache rouge qui s'étendait sous le bord de mon bandage. Je viens juste de subir une opération. Tu n'as plus qu'un rein maintenant. Tu as besoin de repos. Il a regardé sa montre. Le bus devrait arriver dans 10 minutes.
Pendant quelques secondes, je n'ai trouvé aucun mot. Puis le SUV de maman s'est garé sur le parking à côté de nous. Elle a baissé la vitre côté passager. Ma belle-sœur Mélissa était assise à l'arrière. Elle avait l'air en bonne santé, souriante, tenant un bouquet que quelqu'un lui avait offert après la greffe. Quand elle m'a vu, son sourire a disparu. Elle a articulé silencieusement 2 mots. Je suis désolé. Avant que je puisse répondre. Maman a ri. Ne prends pas un air si dramatique. Je l'ai fixé. Vous m'avez jeté dehors. Elle a haussé les épaules. Nous avons besoin de la chambre du rez-de-chaussée pour la convalescence de Mélissa. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai aussi subi une opération. Maman a souri froidement. Elle compte vraiment. Papa a ouvert le coffre, a jeté mon sac à dos sur le trottoir à côté de moi. Puis est monté côté conducteur. Le moteur a démarré. J'ai fait un pas douloureux vers la voiture. Papa. Il m'a regardé par la vitre ouverte. Quoi? Je n'ai même pas les clés de mon appartement. Il n'a pas scié. Tu n'as plus d'appartement. Mon estomac s'est noué. Quoi? Tu as manqué 2 semaines de loyer. J'ai appelé ton propriétaire. Tu as été expulsé. J'ai senti le monde basculer. Tu n'avais pas le droit. Il m'a interrompu. J'ai payé le bail. Le SUV est parti. Ni l'un ni l'autre n'a regardé en arrière. Je suis resté au bord de la route avec un sac à dos, des points de suture frais, un seul rein. Et nulle part où aller. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je veux vous poser une question. Si vous étiez debout sur ce trottoir, portant encore votre bracelet d'hôpital, en regardant vos propres parents s'éloigner en voiture, qui appelleriez-vous en premier? Un ami, la police, ou personne du tout parce que vous ne sauriez plus à qui faire confiance? Dites-moi ce que vous feriez. Car ma réponse a tout changé. J'ai fouillé dans mon sac à dos pour prendre mon téléphone. La batterie était presque morte. 3 appels manqués, tous de mon employeur. Un message vocal. J'ai appuyé sur lecture. Émilie, c'est Karen des ressources humaines. Nous avons reçu des documents indiquant que vous avez démissionné volontairement en raison de limitation médicale permanente. Veuillez nous appeler immédiatement si ce n'est pas vrai. Mon cœur s'est arrêté. Je n'avais jamais démissionné. Quelqu'un l'avait fait à ma place. Puis une autre notification est apparue. Un email. Objet, autorisation terminée. Je l'ai ouvert avec des mains tremblantes. Ce n'était pas de l'hôpital. C'était de mon compte bancaire en ligne. Quelqu'un s'était connecté pendant que j'étais inconsciente. Mon compte d'épargne d'urgence, celui que j'avais mis 6 ans à construire, avait été vidé. Le reçu du virement indiquait le titulaire du compte destinataire, Daniel Harper, mon frère. J'ai levé les yeux de mon téléphone juste au moment où une voix familière a appelé mon nom. Émilie. Je me suis retourné lentement. Près de l'entrée de l'hôpital se tenait quelqu'un que je n'avais pas vu depuis presque 3 ans. Mon ancienne colocataire de l'université, Rachel. Elle a jeté un regard sur ma blouse d'hôpital, le bandage frais, le sang qui commençait à traverser. Puis a regardé la route vide où mes parents venaient de disparaître. Elle n'a posé aucune question. Elle s'est approchée directement, a ramassé mon sac à dos. A passé un bras autour de mes épaules pour que je ne tombe pas, et a dit doucement. Tu viens avec moi. Pour la première fois depuis mon réveil, quelqu'un m'a traité comme une personne. Pas comme une pièce de rechange. Rachel ne m'a pas emmené à son appartement. Elle m'a ramené directement à l'hôpital. J'ai protesté pendant tout le trajet. J'ai déjà été libéré. Elle ne m'a même pas regardé. Je m'en fiche. Tu saignes. C'est seulement à ce moment-là que j'ai baissé les yeux.
La tache rouge que j'avais remarquée dehors à l'hôpital avait doublé de taille. Au moment où Rachel m'a aidé à entrer au service des urgences, le sang avait traversé le côté de ma chemise. L'infirmière de triage a jeté un regard sur l'incision. Mettez-la dans la chambre 4 maintenant. En quelques minutes, un chirurgien que je n'avais jamais rencontré examinait mes points de suture. Il a froncé les sourcils. Qui vous a libéré? Je lui ai remis le dossier. Il l'a feuilleté, puis s'est arrêté, son expression a changé. C'est étrange. Quoi? Vos instructions de sortie disent que vous récupérerez à la maison avec un soignant à temps plein. J'ai ri amèrement. Mon père m'a laissé à un arrêt de bus. La chambre est devenue silencieuse. Rachel a regardé le chirurgien. Elle n'exagère pas. Il a lentement fermé le dossier. Je vous réadmets. 1 heure plus tard, j'étais installé dans une autre chambre. Une travailleuse sociale s'est présentée. Je m'appelle Angela. Elle n'a pas commencé par me demander pour mon opération. Elle a posé une question que personne d'autre n'avait posée. Émilie, vous sentez-vous en sécurité pour retourner dans votre famille? La réponse est sortie avant même que j'y pense. Non. Elle a hoché la tête comme si elle s'y attendait. Alors arrêtons de faire des plans qui les impliquent. Ces mots m'ont frappé plus fort que tout ce que mes parents avaient dit. Pour la première fois, quelqu'un n'essayait pas de réparer la relation. Ils essayaient de me protéger. Le lendemain matin, Angela est revenue avec un dossier. J'aimerais que vous regardiez ça. À l'intérieur se trouvaient des copies des formulaires de consentement de l'hôpital. J'ai reconnu la signature de mon père. J'ai reconnu la signature du témoin, mais là où ma signature aurait dû être, j'ai figé. Ce n'est pas mon écriture. Angela s'est penchée plus près. Vous en êtes sûr? J'ai regardé à nouveau. J'écris mon E complètement différemment. Ma signature n'a jamais ressemblé à ça. Elle a doucement tourné une autre page. Cette autorisation dit que vous compreniez les risques. Je ne l'ai jamais vue. Une autre page. Celle-ci indique que vous avez volontairement accepté de donner. J'étais inconsciente. Rachel a regardé de moi à Angela. Alors, qui a signé? Personne n'a répondu parce que tout le monde dans la chambre pensait la même chose. Angela a soigneusement rassemblé les papiers. Je pense que nous devons impliquer le service juridique de l'hôpital. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, laissez-moi vous poser une question. Si vous découvriez que quelqu'un avait signé des documents médicaux à votre nom pendant que vous ne pouviez même pas ouvrir les yeux, confronteriez-vous votre famille en premier ou laisseriez-vous les preuves parler avant qu'ils sachent que vous ripostiez? Dites-moi ce que vous feriez. Car j'ai pris une décision qui a tout changé. Cet après-midi-là, Angela a arrangé une rencontre avec l'avocat des patients de l'hôpital. Son bureau était couvert de certificats. Il a écouté sans m'interrompre. Puis il a posé une question. Émilie, quand est-ce que vous vous êtes connectée personnellement pour la dernière fois à votre banque en ligne? J'y ai réfléchi. La veille de l'accident. Il a hoché la tête. Alors il y a un autre problème. Il a tourné l'écran de son ordinateur vers moi. L'historique des connexions montrait plusieurs connexions au compte pendant que j'étais dans le coma. Date. Heure. Lieu. Chacune correspondait au jour où j'avais été inconsciente. Je n'aurais pas pu faire ça. Non. Il a fait une pause. Vous ne pouviez pas. Rachel a croisé les bras. Alors quelqu'un avait son téléphone. L'avocat a hoché la tête. Et apparemment l'accès à ses comptes financiers. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement l'argent. Quelqu'un avait vécu ma vie pendant que je ne pouvais même pas me réveiller. Puis mon téléphone a vibré. Un message d'un numéro inconnu.
Il n'y avait ni salutation ni explication, juste une photo. Ma chambre complètement vide. Placard vidé. Étagère nue. Toute trace de moi disparue. Une seconde photo est arrivée. Tous mes vêtements, mes livres, mon diplôme encadré de l'université. Tout empilé à côté d'une rangée de poubelles. Puis un dernier message. Nous t'avons déjà remplacé. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Rachel m'a doucement pris le téléphone des mains. Elle a murmuré, ils essaient de te faire croire que tu n'as plus rien. Je l'ai regardé. Et si c'était vrai? Elle a secoué la tête. Ils ont pris ta chambre. Ils ont pris tes économies. Ils ont même pris l'un de tes reins. Elle a remis mon téléphone dans ma main. Mais ils n'ont pas pris la seule chose qui peut exposer tous leurs mensonges. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Avant qu'elle puisse répondre, quelqu'un a frappé à la porte de la chambre d'hôpital. Une infirmière est entrée. Émilie, il y a un monsieur qui demande à te voir. Je ne connais personne d'autre. Elle a regardé son clipboard. Il dit qu'il était l'agent d'admission la nuit de ton arrivée. Mon cœur a fait un bond. L'infirmière a continué. Il m'a dit qu'il avait quelque chose qui le préoccupait et qu'il croyait que quelqu'un de ta famille avait menti avant même que tu atteignes la salle d'opération. L'agent d'admission se tenait maladroitement dans l'embrasure de la porte. Il avait l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Il tenait une petite enveloppe en papier si serrée qu'elle avait des plis sur le devant. Je m'appelle Thomas. J'ai hoché la tête. Merci d'être venu. Il a jeté un regard vers l'avocat des patients avant de parler. J'ai débattu de savoir si je devais faire ça. Faire quoi? Il a pris une lente inspiration. La nuit de ton arrivée, c'est moi qui t'ai enregistré. Une étrange sensation s'est installée dans la chambre. Qu'est-ce que tu te souviens? Il m'a regardé directement. Je me souviens avoir pensé que ton père répondait à toutes les questions avant que quiconque puisse le faire. J'ai froncé les sourcils. Que veux-tu dire? Tu n'étais pas inconsciente quand l'ambulance est arrivée en premier. Je l'ai fixé. Quoi? Il a hoché la tête. Tu étais à peine réveillé. Mais tu essayais de dire quelque chose. Tous les poils de mes bras se sont dressés. Qu'est-ce que je disais? Il a fermé les yeux une seconde. Je ne comprenais pas tout, mais j'ai clairement entendu une phrase. Il m'a regardé. Tu répétais, ne le laisse pas signer quoi que ce soit. La chambre est devenue complètement silencieuse. Rachel s'est assise lentement. Angela a échangé un regard avec l'avocat des patients. Thomas a continué. Ton père t'a immédiatement interrompu. Il nous a dit que tu étais confuse à cause de la blessure à la tête. Je me suis senti malade. Je me souviens avoir essayé de parler. Le souvenir est remonté comme une photographie se développant dans l'eau. Lumière vive des urgences, puis, plafond de l'ambulance, quelqu'un tenant ma main. Moi essayant de lever le bras, puis papa se penchant sur moi. Sa voix était calme. Presque réconfortante. Ne t'inquiète pas. Je m'occupe de tout. J'ai ouvert les yeux. Il ne me laissait pas parler. Thomas a hoché la tête. Non. Il a répondu à toutes les questions de consentement lui-même. L'avocat des patients a demandé calmement, « Pourquoi n'avez-vous pas signalé cela plus tôt ?» Thomas a eu l'air honteux. Parce que j'ai cru ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce qui a changé? Sans dire un mot, il a glissé l'enveloppe sur mon lit. À l'intérieur se trouvait une photocopie du formulaire d'admission aux urgences. Une phrase avait été surlignée. La patiente a tenté de s'opposer pendant l'admission. Un membre de la famille a déclaré que la patiente était désorientée. Thomas a avalé sa salive. J'ai écrit cette note.
toi? Oui. Ça m'a tracassé dès le premier jour. J'ai fixé la ligne surlignée. Je ne l'avais pas imaginé. J'avais essayé de les arrêter. Quelqu'un avait simplement décidé que ma voix ne comptait pas. Avant que quiconque ne puisse dire un autre mot. La télévision de la chambre d'hôpital est passée aux informations locales de l'après-midi. Rachel a tendu la main vers la télécommande, puis s'est arrêtée. Émilie, quoi? Elle a pointé l'écran. Mon frère Daniel se tenait devant l'hôpital. Des micros l'entouraient. Il avait l'air dévasté. Je veux juste que ma sœur se rétablisse. Il a fait une pause dramatique. Notre famille a tout sacrifié pour elle. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Il a continué, ma femme n'a jamais demandé ça. Ma sœur a insisté pour aider. Rachel a coupé le son de la télévision. La chambre est restée silencieuse pendant plusieurs secondes. Puis l'avocat des patients a dit doucement, ils construisent une histoire publique. Angela m'a regardé. Ils espèrent que tu resteras silencieuse. J'ai fixé l'écran de télévision vide. Pendant des semaines, j'avais réagi à tout ce qu'ils faisaient. L'opération, l'argent, les mensonges, l'abandon. Pour la première fois, j'ai arrêté de penser à me défendre. J'ai commencé à penser à prouver la vérité. J'ai regardé Angela. Quelles preuves avons-nous réellement? Elle a ouvert un carnet. La note d'admission, les signatures contestées. Les connexions au compte pendant que tu étais inconsciente, l'assurance annulée. Les arrangements de sortie. Thomas a ajouté calmement, et maintenant? Un témoin qui t'a entendu t'opposer avant que quiconque signe ses papiers. J'ai pris une longue inspiration, puis j'ai souri pour la première fois depuis mon réveil. Pas parce que tout allait bien, mais parce que pour la première fois. La vérité ne dépendait plus seulement de ma mémoire. Elle existait en dehors de moi. Rachel a remarqué le changement. À quoi penses-tu? J'ai regardé tout le monde dans la chambre. Mes parents ont passé toute ma vie à me traiter comme si j'étais juste une pièce de rechange. J'ai posé doucement ma main sur le bandage frais. Ils ont pris quelque chose de mon corps. Ils ont pris mes économies. Ils ont pris ma maison. J'ai fait une pause, mais ils ont fait une erreur. Quoi? Ils ont supposé que je ne me réveillerais jamais. La chambre est devenue silencieuse. Par la fenêtre de ma chambre d'hôpital. Je pouvais voir des journalistes se rassembler près de l'entrée. Aucun d'eux ne connaissait encore ma version de l'histoire. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était vraiment passé à l'intérieur de ces murs d'hôpital. Mais ils allaient le savoir. Et pour la première fois depuis que j'avais ouvert les yeux. Je n'avais plus peur de ce qui viendrait ensuite. J'étais prête à dire la vérité, toute la vérité. Dès le début, la première fois que j'ai vu mon père après avoir quitté l'hôpital, il a souri. Pas parce qu'il me manquait, mais parce qu'il croyait qu'il avait gagné. Il pensait que j'aurais honte. Il pensait que je disparaîtrais. Il pensait que perdre un rein m'avait brisé. Il n'avait aucune idée que je ne l'avais pas contacté une seule fois parce que j'étais occupé à apprendre quelque chose de bien plus précieux que la vengeance. J'apprenais la vérité. L'enquête interne de l'hôpital a duré presque 3 mois. Je n'ai jamais appelé mes parents. Je n'ai jamais discuté. Je n'ai jamais envoyé de message en colère. Chaque fois qu'ils essayaient de me contacter, je sauvegardais le message vocal, chaque texto. Chaque email, chaque mensonge. Rachel m'a demandé un soir, pourquoi ne les confrontes-tu pas? J'ai souri. Parce qu'ils parlent encore. Plus longtemps ils croiront que je suis impuissante. Plus ils feront d'erreurs. Elle a ri. C'est terrifiant. Ça devrait l'être. Un lundi matin, Angela a appelé, Émilie, c'est terminé. Mon cœur a presque arrêté. Quoi, l'enquête? Elle a fait une pause. Tu dois venir.
Quand je suis arrivé, la salle de conférence était pleine. Administrateur de l'hôpital, l'avocat des patients, le directeur de la conformité. Des avocats externes. Pas de journalistes, pas de public, pas de discours dramatiques, juste des faits. Le directeur de la conformité a glissé un épais rapport sur la table. Notre enquête a confirmé de multiples signatures falsifiées. Il a tourné une autre page. Plusieurs documents de consentement ont été remplis après que tu avais déjà perdu connaissance. Une autre page. La note d'admission aux urgences indiquant que la patiente a tenté de s'opposer n'a jamais été transmise à l'équipe chirurgicale. Une autre. Les formulaires d'autorisation financière utilisés pour accéder à tes comptes étaient aussi frauduleux. Je suis resté assise en silence complet. Puis est venue la phrase que j'avais attendu des mois à entendre. Madame Harper, vous n'avez jamais été une donneuse consentante. Pendant un moment, je n'ai pas pu respirer. Pas parce que j'étais choqué, mais parce que quelqu'un avait enfin cru en moi. L'hôpital a immédiatement transmis tout aux enquêteurs de l'État. Pas parce que je l'ai exigé, mais parce qu'ils y étaient légalement tenus. Une semaine plus tard, la vérité est parvenue à la femme de mon frère, Mélissa. Elle a demandé à me rencontrer. Elle est entrée dans le café avec un petit sac cadeau. Elle avait l'air épuisée. Je ne savais pas. Je l'ai cru. Elle a posé le sac sur la table. À l'intérieur se trouvait la lettre de remerciement qu'elle avait écrite pendant sa convalescence. Après l'opération. Elle l'a regardé longtemps. J'ai écrit ça en croyant que tu avais sauvé ma vie. Elle l'a lentement déchiré en deux. Je ne peux pas remercier quelqu'un pour quelque chose qui lui a été volé. Des larmes ont rempli ses yeux. J'ai demandé le divorce hier. Je l'ai regardé. Tu n'as pas à expliquer. Non. Elle a secoué la tête. Je suis venu parce que je voulais que tu l'entendes de moi. Je passerai le reste de ma vie reconnaissante pour l'organe. Mais je ne passerai plus un seul jour à protéger les personnes qui l'ont volé. Elle s'est levée. Je suis désolé qu'il t'ait traité comme si tu n'étais pas humaine. Puis elle est partie. Des mois plus tard, les enquêteurs ont terminé. Ils n'ont pas seulement découvert des documents médicaux falsifiés. Ils ont découvert des documents bancaires falsifiés, de fausses déclarations d'assurance. Une fraude d'identité. Chaque raccourci que mon père avait pris lui est finalement revenu. L'homme qui m'avait toujours appelé sa pièce de rechange avait passé des années à convaincre tout le monde qu'il était le respectable. Maintenant, chaque mensonge portait sa propre signature. Le moment le plus dur est arrivé de manière inattendue. Pas quand l'enquête s'est terminée. Pas quand j'ai reçu ma compensation. Pas quand j'ai acheté une petite maison de ville avec l'argent que j'avais gagné en reconstruisant ma vie. C'était 6 mois plus tard. J'ai reçu une enveloppe. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo de famille, la dernière que nous avions jamais prise ensemble. Sur mon visage, quelqu'un avait écrit une phrase. Tu as détruit cette famille. Je l'ai fixé longtemps. Puis je l'ai retourné. Au dos, de l'écriture de mon père, une autre phrase. Est-ce que ça en valait la peine? J'ai souri, non pas parce que je le détestais, mais parce que pour la première fois il posait la mauvaise question. J'ai pris un stylo, j'ai écrit 5 mots sous les siens, tu l'as détruite toi-même. J'ai remis la photo dans l'enveloppe, sans ajouter d'autres notes, sans inclure mon adresse. Sans regarder en arrière. Les gens pensent que la vengeance consiste à regarder quelqu'un souffrir. Ils ont tort. La vraie vengeance consiste à s'assurer que la personne qui t'a traité comme jetable ne décide plus jamais de ta valeur. Mon père a pris l'un de mes reins. Il a pris mes économies. Il a pris ma maison. Il a même essayé de prendre mon avenir. Mais la seule chose qu'il ne pouvait jamais prendre était mon nom. Et aujourd'hui, quand les gens l'entendent, ils ne pensent pas à l'homme qui a volé sa fille. Ils pensent à la femme qui lui a survécu.
C'était la seule fin qu'il n'avait jamais vue venir. Exactement 1 an après mon réveil avec un seul rein, je me suis tenue à nouveau devant l'hôpital. Non pas comme patiente, mais comme oratrice principale pour un nouveau programme d'écriture pour patients que l'hôpital avait créé après l'enquête. Le même hôpital qui avait autrefois cru au mensonge de mon père avait changé toutes les procédures de consentement d'urgence à cause de mon cas. Chaque patient inconscient aurait désormais un avocat des patients indépendants assigné avant toute décision non immédiate. L'administrateur de l'hôpital m'a dit doucement. Ton cas a changé notre façon de protéger les gens. Pour la première fois en 1 an. Quelque chose de bon avait grandi de tout ce qui s'était passé. Alors que je marchais vers ma voiture, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela, j'ai répondu. Une voix faible a parlé. Émilie, c'était papa. Je n'avais pas entendu sa voix depuis la fin de l'enquête. Il avait l'air plus vieux, plus petit. J'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas répondu. Il a continué, tout a disparu. La maison, mes économies. Mon entreprise. Ton frère ne répond même pas à mes appels. Je me suis appuyé contre ma voiture. Il a continué à parler. J'ai fait des erreurs. Je le sais maintenant. J'ai juste besoin d'un endroit où rester un moment. Pendant des années, cette phrase m'aurait brisé. Plus maintenant. J'ai demandé calmement, tu te souviens de ce que tu m'as dit dehors à l'hôpital? Silence. Je ne m'en souviens pas. Tu m'as laissé en train de saigner sur le trottoir. Tu m'as regardé et tu as dit, tu te débrouilleras. Un autre long silence. Je pouvais l'entendre pleurer. J'avais tort. S'il te plaît, je suis ton père. J'ai fermé les yeux, puis j'ai répondu avec la voix la plus calme que j'avais jamais utilisée. Non. Pas en colère. Pas fort. Juste un mot. Le même mot que je n'avais jamais été autorisé à dire en grandissant. Non. J'ai terminé l'appel. Bloqué le numéro. Et j'ai continué à marcher. 2 semaines plus tard, Rachel est venue dîner en apportant un journal. Elle l'a posé sur la table de la cuisine. En première page, un petit article dans le coin inférieur. Ancien homme d'affaires condamné après une enquête pour fraude liée à un consentement médical non autorisé et à une tromperie financière. Pas de photos, pas de gros titres dramatiques, juste des faits. Exactement comme la vérité devrait être racontée. Rachel a souri. Comment ça fait? J'ai regardé par la fenêtre. Des enfants faisaient du vélo dans mon quartier. Des gens que je n'avais jamais rencontrés me faisaient signe en promenant leurs chiens. Ça faisait enfin comme à la maison. J'ai souri. Ça fait calme. Elle a ri. C'est tout. J'ai hoché la tête. Toute ma vie était chaos. J'ai enfin la paix. Cette nuit-là, j'ai déverrouillé la petite boîte en bois sur mon étagère. À l'intérieur se trouvaient les derniers souvenirs de la famille que j'avais laissés derrière moi. Ma vieille clé de maison, le bracelet d'hôpital, le relevé bancaire montrant mon compte vide. Une photo de moi et mes parents quand j'avais 8 ans. J'ai regardé la petite fille souriant à l'appareil photo. Elle avait passé des années à croire qu'elle devait mériter l'amour. Elle n'avait jamais réalisé que le vrai amour ne demande jamais à un enfant de se sacrifier juste pour être accepté. J'ai remis la photo dans la boîte, fermé le couvercle, et l'ai portée à la cheminée. Je ne l'ai pas brûlée parce que je les détestais. Je l'ai brûlée parce que je n'avais plus besoin de preuves de ce qu'ils avaient fait pour me souvenir de qui j'étais. Alors que la dernière photo se transformait en cendres. J'ai murmuré quelque chose que j'avais attendu toute ma vie de dire. Je ne suis la pièce de rechange de personne. Puis je suis sorti. L'air du soir était frais. Le ciel était clair pour la première fois depuis mon réveil dans ce lit d'hôpital. Mon avenir n'appartenait pas aux personnes qui avaient pris des morceaux de moi.
Il m'appartenait entièrement. Et s'il y a une chose que j'espère que vous retiendrez de mon histoire, c'est celle-ci. Certaines personnes passeront des années à essayer de te convaincre que ta seule valeur est ce que tu peux leur donner. Ne les crois pas. Le jour où tu cesseras de mesurer ta valeur par leur égoïsme est le jour où ils perdront le seul pouvoir qu'ils aient jamais eu sur toi. Si tu as déjà dû t'éloigner de personnes qui te traitaient comme si ta vie comptait moins que la leur, j'aimerais entendre ton histoire. Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait à ma place.